Grigori Efimovitch Raspoutine, autant dire l'un des hommes les plus mystérieux de l'histoire de la Russie. Et un peu du monde aussi en fait, parce que c'est un putain de taré, vous verrez, vous verrez. Alors bien sûr, quand je parle de Raspoutine, je parle ni de celui-là, quoique j'aime bien, franchement j'aime bien, voilà, chacun ses goûts, mais moi j'aime bien. Ni celui-là, hein, s'il y a quelqu'un qui regarde, qui connaît, mais bien celui-là. Alors il respire la joie de vivre, il est heureux, il est bien. Là franchement j'ai hâte de voir sa vie parce qu'il doit avoir vécu plein de trucs, mais joyeux. Né dans le petit village de Pokrovskoï en Sibérie, il pose déjà un problème. Quand véritablement est-il né? Selon la grande encyclopédie soviétique, il serait né entre 1864 et 1865, mais là encore, vous l'aurez vu, c'est bien flou. Oleg Platonov, en 1995, va faire des recherches. Il va trouver des documents et des actes de naissance datant de 1862 à 68. Pourtant, il va trouver toute la famille Raspoutine, il n'y a pas de souci, mais pas de Raspoutine Grigori Efimovitch. Nada, rien. Alors c'est à ce moment-là qu'on va se dire, il n'est pas né à cette époque-là, donc plutôt après, vers 69. De plus, on va trouver un acte de recensement datant de 1897 où un certain Grigori Efimovitch Raspoutine apparaît. Alors il y a bien sûr un i avant le Efimovitch, mais sinon c'est exactement la même chose. 1897 moins 28 nous donne exactement 1869. Maintenant qu'on sait l'année de sa naissance, on peut se demander quand est-il né exactement. Selon Yves Termon, un historien français, il serait né le 10 janvier. Alors pourquoi le 10 janvier, me direz-vous? C'est très simple. Le 10 janvier, dans l'église orthodoxe, est fêté Grégoire de Nyssée. On en parlera après dans une autre vidéo. Là, non, après. Le plus étrange, c'est si on regroupe les deux dates. En effet, le 10 janvier 1869, on aurait eu des témoignages qui sont devenus ensuite une légende qui parle d'une météorite ayant traversé la Sibérie, enfin traversé dessus, et plus exactement au-dessus du petit village de Pokrovskoï. Ça me rappelle quelque chose. Je suis sûr, ça me rappelle quelque chose. Maintenant qu'on est peut-être sûr de sa date de naissance et encore, il y a un deuxième mystère. Son nom. Parce qu'en fait, Raspoutine, bon, on le retrouve dans des recensements, il y a une famille Raspoutine, tout ça. On se dit ça existe. Raspoutine veut dire croiser des chemins ou carrefour. Donc on se dit un petit village avec... c'est bon. Le problème, c'est que Raspoutine veut également dire débauché. Et vu la vie qu'il va avoir, et vous allez voir, c'est peut-être un surnom. D'ailleurs, les spécialistes ne savent pas vraiment. On se combat un peu les deux côtés, finalement. Maintenant qu'on sait ni son nom ni son âge, laissez-moi parler de sa jeunesse. Il semble que dès son plus jeune âge, il ait eu des dons de guérisseur et de voyant, selon les paysans de Pokrovskoï. De plus, un épisode de sa vie est plutôt étrange. Alors qu'il joue avec son frère, en plein froid sibérien, en plein décembre, bonne idée de base, il tombe dans l'eau. Alors son frère va l'aider, va le remonter, donc il va plonger dans l'eau. Alors si son grand frère meurt des suites d'une pneumonie, Raspoutine, lui, en sortira complètement indemne. Ensuite, dès l'âge de 16 ans, il commence à avoir des apparitions mariales. Alors mariale, c'est pas par rapport à les arts martiaux, tout ça, c'est la Vierge Marie. Sans drogue. Enfin, je pense. Parce que maintenant, c'est plus très original. Ensuite, à la vision d'un ange lumineux, il aurait commencé à lire la Bible. Attends. C'est-à-dire qu'il a eu des apparitions mariales, donc la Vierge Marie, avant même de lire la Bible. Ouais. Ça. Carrément. Alors avec ses prédispositions, il va commencer direct à pratiquer l'ascétisme. Alors il va s'enfermer dans sa cave pendant 2-3 semaines. Il va ressortir et les paysans vont recueillir ses oracles. Voilà. Et ça va durer presque 15 ans, où il va alterner entre fermier et il va faire des pèlerinages, par exemple. Ou dans sa cave. Carrément. Et c'est à ce moment que ce jeune homme, né en 69, tout est prédisposé pour ça, a commencé à avoir des pulsions diverses et variées. Ouais, comme
Ah quoi. Ah mais c'est bon, tu peux le dire, on va pas non plus ni. Ouais bah il y a des putains de pulsions sexuelles le mec. Ouais donc c'est pas le pire dans tout ça c'est vraiment que il a une femme et 5 enfants, bon 3 parce qu'il y en a 2 qui ont moins, c'était... Non ça c'est logique, c'est normal. En 1894 il aurait eu la vision d'une vierge lumineuse. Encore une fois. Alors là il va en parler à un moine ascète, bon il considère comme un père spirituel donc il lui parle. Voilà. Et il va lui dire va au mont Athos, en Grèce. Lui il est en Sibérie. Il doit faire tout le chemin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après tout ce voyage, parce qu'il va y aller quand même, il va revenir déçu. En même temps, il n'y a que des mecs un petit peu chelous en Grèce. Voilà, c'est des philosophes, c'est un peu space. Ah, lui, il est plutôt la schneck, hein. Tranquille. Ouais, tranquille. Mais bon, il va faire quelques haltes dans des monastères pendant son tour. Ce qui va faire que ça va encore plus lui donner une réputation de guérisseur, de voyant et tout ce qui s'ensuit de bien. Et il aime la schneck. Oui, effectivement, il va avoir aussi une réputation, mais moindre. C'est pas encore. Alors après ça, il va continuer une vie d'ermite. Il va partir en pèlerinage, tout ça, par exemple à Kiev. Et il va se forger une vraie réputation de sage et de guérisseur partout. En Russie, bien sûr. En Russie. Mais c'est une bonne putain de réputation. Après, il va aussi se faire une réputation dans beaucoup de sectes. Surtout celle des clistes. Ah moi ça j'aime bien ça les clistes. Parce qu'en fait il met les danses, flagellations, jeux sexuels et prières aussi. Parce qu'il faut quand même un peu prier, on est dans une secte. On n'est pas là pour rigoler, c'est une secte. C'est sérieux. Merde. Bon il va perfectionner certains dons qu'il a déjà, hein, certaines prédispositions. Ça c'est sûr et certain. Mais il va aussi pratiquer l'hypnose et la magie. En plus. Le mec commence à devenir badass. Il est invité en 1903 à Saint-Pétersbourg. Mais lors de son voyage, il va assister à la canonisation du staré Séraphin de Sarov. Et là, il va entrer en transe. Et il va alors prédire l'arrivée d'un héritier mâle à la couronne de Russie. Ouais, parce que à ce moment-là, c'est pas trop choucard là-bas. Hein. Non, il n'y a pas d'héritier, ils se font chier, ils savent pas quoi faire. Donc là, voilà. Ils se disent, ah, peut-être. Et le pire dans tout ça, c'est que 9 mois après, le petit Alexis naît. Et c'est un héritier mâle, voilà. Tout ce qui est plus normal. Enfin, il est hémophile. Et ça va jouer un rôle. Cependant, Rasputin va ensuite repartir, et il ne reviendra qu'en 1905. Donc environ un an après. Parce qu'il voulait aller dans sa cave, pour prier. Enfin, je pense. Arrivé au printemps 1904, il a pour but de rencontrer Nicolas II. Il voit certains membres de la cour qui sont impressionnés par ses talents, on va dire. Pas les talents de Clist, non. Mais ça va quand même lui permettre de rencontrer les grandes-duchesses, Militza et Anastasia. Ouais, celle-là. Ouais. Carrément. La tsarine, Alexandra Féodorovna, elle, a pris l'habitude de s'entourer de grands maîtres guérisseurs et de voyants, comme un certain maître Philippe, qui a annoncé l'arrivée de quelqu'un qu'on appellerait l'ami, et qui aiderait ce petit jeune homme Alexis, qui atteint d'hémophilie. La tsarine est séduite par Rasputin, par son regard perçant, par ses dons de parole, mais elle ne l'a pas encore rencontré. C'est juste des dires. Elle est déjà séduite sans le voir. C'est plutôt pas mal. Mais grâce à ses relations avec les deux grandes duchesses, il va enfin parvenir à rencontrer la cour royale. Il va alors rencontrer également le petit Alexis et va, selon la légende, pouvoir le soigner. Ou du moins enrayer ses crises. Alors le fait d'enrayer les crises serait plutôt dû à la mauvaise connaissance de l'aspirine. Alors qu'est-ce que l'aspirine? De l'acide acétylsalicylique. Précisez. Ouais, effectivement, on va dire ça, oui. Mais c'est également un anticoagulant surtout. Ah ouais, oui. Et avec un hémophile, ça va pas beaucoup. Non, parce qu'un hémophile, ça coagule pas de base. Et en plus, tu prends un anticoagulant. Mais Rasputin aurait également avoué avoir utilisé l'hypnose et des médicaments sibériens. Parce qu'il connaît la Sibérie et les médicaments. Et en plus, c'est un peu un guérisseur, donc il connaît. Alors, il va vite devenir un homme indispensable, avoir une réputation d'homme indispensable. Et il va pouvoir enfin assouvir ses désirs sexuels et tout ça. Ouais, un peu, oui. Beaucoup. Et de plus, il va être amant et guérisseur, pour passer à un côté plus sérieux, on va dire. En 1907, le jeune tsarevitch Alexis est atteint d'une hémorragie interne. Personne ne peut le sauver,
C'est là qu'on va appeler Rasputin en dernier recours comme ça. Rasputin va donc arriver, il va rentrer en prière devant lui. Bon, tout le monde l'attend, regarde. Après quelques minutes, Rasputin va se lever. Alors là, le jeune Alexis va ouvrir les yeux, va donc se réveiller, et son état va s'améliorer au fil des jours. Tranquillement. Alors là, il est carrément chargé de la santé de la famille au complet, la famille royale, enfin impériale. Alors s'il est apprécié par la famille impériale, le peuple l'aime un peu moins. En effet, on le soupçonne de s'enrichir sur la famille impériale, alors que son seul luxe reste une tunique brodée par la tsarine et une croix, offerte par la même personne. Après la révolution russe de 1905, Rasputin va se heurter à un problème. Et pas des moindres. C'est en effet le président du conseil, Piotr Stolypine, qui commence à avoir des doutes sur lui. Ce dernier va d'ailleurs le faire suivre par l'Okhrana, la police russe. Comme quoi, c'est presque une tradition là-bas. Petit à petit, ils vont découvrir sa vie de débauché et en 1910, tout est révélé par la presse. Il est alors écarté de la cour et se retrouve exilé à Kiev en 1911. À Kiev, il entre en transe et prévoit la mort de Piotr Stolypine. Il aurait exactement dit « La mort suit sa trace, la mort chevauche sur son dos ». Et le ministre va se faire assassiner le 14 septembre 1911 par un jeune anarchiste. En 1912, le jeune tsarevitch, Alexis, va entrer encore une fois en hémorragie interne. Cette fois, personne n'arrive à le soigner et en plus, Rasputin est à Kiev. Alors là, ça commence à être mal parti. Mais là, Rasputin va rentrer en transe devant la statue de la Vierge de Kazan. Il va ensuite envoyer un message comme quoi tout va aller bien. Et à peine le message est reçu, que le tsarevitch va mieux. Comme par magie. Ce mec est un putain de badass. Alors comme il est un putain de badass, il revient triomphant à Saint-Pétersbourg. Il est plus exilé. Pourtant, le 29 juin de la même année, il va se faire poignarder par une jeune mendiante, sous l'ordre d'un moine d'Héliodore. Il n'est pas vraiment très en bon terme avec les pratiques de Rasputin. Il est un peu avec l'église. Et comme il est un peu traumatisé, il va continuer encore plus sa vie de débauche. Mais bien. Les orgies à plus de 10 personnes, tous les jours. Ouais, on pouvait se dire qu'il savait s'amuser à l'époque, quand même, franchement là, la classe. Ouais. Alors si on peut lui donner une qualité principale, ce serait qu'il était pacifiste jusqu'au bout. Pourtant il va voir un peu la Russie entrer en guerre le 1er août 1914 contre l'Allemagne. La guerre étant extrêmement dure pour les Russes, Nicolas doit s'installer sur le front, laissant à Rasputin le soin de la régence du pays. Pourtant en 1916, la tsarine d'origine allemande et Rasputin sont accusés de faire un petit peu double jeu avec les Allemands. Et ouais, on les aime pas beaucoup. La fin de cette année 1916 verra la fin de notre cher bon Rasputin. C'est un peu court quand même. Et il est mort comment Le mec, il a souffert. Bah vas-y, raconte, allez, vas-y. Bon si tu veux, Le 29 décembre 1916, donc à la fin de l'année vraiment, il est invité par Félix Yusupov, un prince russe, qui ne l'aime pas beaucoup. Alors arrivé à table, il commence à manger goulûment tout ce qu'il y a sous le pif. Il mange, sauf que le problème c'est que normalement il y a assez de cyanure pour tuer une vingtaine d'hommes. Une vingtaine. Et encore, il y a le vin, où ils ont rajouté encore plus pour être sûr. Ce mec est what the fuck. Et encore c'est pas tout. Parce que le mec, Yusupov, il en avait un peu marre au bout d'un moment. Alors il a pris une rage folle et il a tiré dans le tas. Alors après le coup de feu, les complices de Yusupov arrivent et décident de vérifier déjà si le corps est bien inerte. Alors le médecin dit il est encore vivant. Bon, il cesse de respirer ensuite, mais il était encore vivant alors que le mec il s'est pris une balle dans la tête. À bout portant. Direct. Et c'est pas fini. Parce qu'en descendant les escaliers pour aller à la cave, Rasputin il s'est réveillé. Et il a tenté d'étrangler le prince. Carrément? Ouais, carrément. On lui tire alors encore une balle. Il tente de s'enfuir. Le mec vient de se prendre 2 balles, du cyanure, il court. Le mec est un putain de what the fuck de mec. On lui retire encore 3 balles dans le dos. Pour essayer de le calmer un petit peu parce que là ça commence à énerver Yusupov là. Tellement que Yusupov va prendre une matraque et va taper le crâne de Rasputin pour lui défoncer la gueule parce qu'il respire encore après les 3 balles dans le dos.
Alors là, techniquement, il est mort, hein. Le médecin dit il respire plus, tout ça. Bon, il la jette sur la Neva et c'est fini. Sérieusement? Enfin, presque. Le lendemain, on l'a retrouvé dans la Neva parce qu'il flottait. Parce que les cons, ils avaient oublié de le lester. Et devinez quoi? Voilà. Non, de toute façon, là, je m'attends à tout, là. Il y avait Flipper le dauphin qui l'a aidé, qui l'a traité, ou je sais pas. C'est pas vraiment ça, mais presque. Par contre, pour le dauphin, arrête la drogue, s'il te plaît. C'est vraiment flippant. Flipper, flippant, ouh, on s'éclate. Monsieur jeu de mots. Non, mais en fait, ta gueule. Non, mais franchement, ta gueule. Bon, pour finir, hein, les légistes ont trouvé des choses plutôt étranges. En effet, les mains attachées de Rasputin ne l'étaient pas complètement. Il avait une main quasiment détachée et ils ont trouvé de l'eau dans ses poumons. Rasputin est donc mort, noyé. Après un total de cyanure pouvant tuer une vingtaine, voire une trentaine d'hommes, 5 balles, des coups de matraque dans la tête et une eau gelée. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est le 29 décembre. En Russie, il fait très froid. Et le mec est mort noyé. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Histoire d'en parler. Donc c'est l'épisode 0, l'épisode pilote on va dire. Désolé déjà pour la qualité qui n'est pas vraiment exceptionnelle on va dire. J'essaierai d'améliorer au fur et à mesure de mes pérégrinations avec vous. Alors merci aux 5 personnes qui ont certainement regardé cette vidéo. Voire, je sais pas, là je suis plutôt optimiste. Pour ces 5 personnes, il y a la chaîne YouTube, vous vous abonnez. Il y a la Facebook, il y a Twitter. J'hésite à faire Google+, mais je pense pas. Voilà, on va dire, c'est pas non plus énorme. La citation de Rasputin à méditer au cas où. Et je vous dis à bientôt, à une autre fois, histoire d'en parler.